Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com, les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Ça faisait longtemps que je lui courais après, pour ainsi dire, alors que d'habitude c'est lui qui me regarde courir. Ça y est, c'est enfin fait, je vais tendre le micro au docteur Fabien Pillard. Salut Fabien. Salut Armano, bonjour à tous. Fabien, je ne sais pas si tout le monde te connaît, tu es un petit peu discret sur les réseaux, donc ce que je te propose, c'est déjà de te présenter. Dis-nous tout, qui est le docteur Fabien Pillard ? Je suis médecin au CHU de Toulouse, ma spécialité c'est la physiologie, donc physiologie de l'exercice au sens large, où dans mon activité quotidienne, je suis amené à évaluer, tester, dit-on, des sportifs, donc des athlètes, mais aussi des pratiquants de loisirs et des patients, chez lesquels on utilise l'exercice comme un moyen diagnostique, mais également un moyen thérapeutique. Et sinon, l'objectif de ma présence aujourd'hui, c'est de disserter autour de l'axe plus spécifique de la performance. Et en ce sens, je suis également consultant, en tout cas j'accompagne une équipe de recherche en fait au CAPS de Toulouse pour la mise en place alors à la fois de projets de recherche mais également la mise en application de données de la science pour améliorer l'encadrement et l'entraînement, la performance et également la sécurité des athlètes. Voilà, on va rentrer dans les sujets de haut niveau. Juste revenir sur ta présentation, tu as dit que tu fais de la physiologie. C'est quoi la physiologie ? C'est une science en fait qui n'est pas que médicale, c'est une science biologique en fait qui a pour objectif de mesurer les performances des systèmes, nos systèmes organiques, mais également on peut parler de physiologie neuropsychologique aussi si on veut. L'idée c'est de mesurer pour comprendre, expliquer et puis une fois qu'on a compris et qu'on essaie d'expliquer, utiliser les données pour améliorer et traiter les patients, pour proposer ce qu'on appelle des solutions ressources. Certains emploient le terme c'est assez à la mode, je l'ai entendu plusieurs fois, de remédiation en fait. On va essayer de créer une médiation stratégique de l'athlète vers des objectifs avec des données qui nous concernent, en l'occurrence des données biologiques. Donc en gros, et d'ailleurs on s'est rencontrés parce que tu m'as fait passer un test d'effort, tu disais aussi en introduction, tu testes pas que des sportifs, tu testes aussi, tu l'as dit, des gens entre guillemets lambda dont on va se servir des données de ces tests d'effort, que ce soit sur vélo, sur tapis, pour pouvoir les soigner. Bon, c'est pas forcément le sujet du jour, mais donc on s'est rencontrés dans le cadre de ces tests et donc la physiologie, ça va être l'étude un petit peu des systèmes, comme tu l'as dit, essayer de comprendre comment est-ce que le corps des gens fonctionne, comment est-ce que les gens fonctionnent, et puis voir dans quelle mesure on peut améliorer ces données. C'est un petit peu ce qui explique aussi l'évolution des performances du sport depuis plus de 100 ans. L'année dernière, avec les Jeux de Paris, on a fêté les 100 ans des Jeux Olympiques à Paris. C'est grâce à la physiologie qu'on voit des records qui explosent ? Alors, je ne veux pas le dire comme ça. Par contre, dans le champ, on va dire scientifique, c'est grâce à la physiologie qu'on peut être performant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les modèles de performance qui sont décrits par pas mal d'équipes, en fait, la ligne de base d'une évolution de la performance dans le temps, donc au cours de l'exposition d'un individu à un entraînement, la ligne de base, elle est expliquée par la performance physiologique, qui elle-même est expliquée en amont par un certain potentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potentiel, c'est la détermination, on va dire, génétique, en fait, d'un individu à être performant. On y est tous vis-à-vis de ça, inégaux. Alors on peut être performant dans une discipline et pas dans l'autre, parce qu'on est programmé, si vous préférez, génétiquement. En tout cas, on disposerait d'une certaine ressource fonctionnelle pour être performant dans une discipline et pas dans une autre. Et encore faut-il trouver la bonne discipline dans laquelle on est censé être performant un jour. Donc, quand je disais que la physiologie, c'est pas forcément ce qui permet d'être performant, c'est parce que c'est pas le seul élément.
c'est un élément déterminant qui conditionne énormément de choses pour être performant. Mais après, pour être performant, vous allez agréger tout un tas d'autres besoins technologiques en termes de préparation, ce qu'on appelle la préparation invisible aussi, avec le sommeil, avec la nutrition, enfin tout un tas de choses. Et puis les concepts d'entraînement aujourd'hui sont très très évolutifs, avec pas mal de données nouvelles ou en tout cas de réactualisation de données anciennes. Et tout ça fait que vous allez avoir une agrégation de ressources, une agrégation de compétences, une agrégation de personnes, qui font que la mayonnaise va prendre et si tout est bien aligné, normalement ça doit marcher pour que ça soit performant et sécuritaire, bien entendu. Tu parlais de système tout à l'heure. Un système, on le sait, c'est complexe. C'est pas que le corps, c'est pas que se mettre en mouvement. Il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en jeu. Tu as parlé de l'entraînement invisible, mais il y a aussi le mental. Il y a tout ce qui est autour de l'hygiène de vie de manière générale. Tu disais aussi en introduction que tu es consultant, pour faire simple, en performance au niveau du Krebs de Toulouse. C'est là où tu me reçois aujourd'hui. Moi déjà, juste passer la porte, ça m'a fait quelque chose. C'est quoi ton métier de consultant en performance ici ? En fait, c'est d'avoir l'opportunité de me faire plaisir parce que c'est un milieu en fait, que j'affectionne tout particulièrement et en particulier de travailler avec les équipes que je connais ici depuis un petit moment. En fait, mais j'ai enfin pu réussir à concrétiser une opportunité de collaboration officielle et qualitative, même si on se connaît depuis très longtemps avec pas mal de personnes qui travaillent ici dans ce domaine. Mais aujourd'hui, c'est de concrétiser, on va dire, des projets. Et après, le terme consultant, c'est un terme consacré, mais en fait, de façon moins prétentieuse, je pense qu'on pourrait employer aussi le terme accompagnement scientifique à la performance, parce qu'il y a un département ici qui est jumelé avec la faculté des sciences du sport de Toulouse. Et ce département, en fait, a pour vocation, avec plusieurs équipes, à développer justement des axes de recherche, des projets de mise en application de tout ce qu'on peut connaître. Et sur le Krebs, ici, il y a un département spécialisé qu'on appelle un pôle optimisation performance. Et dans ce cadre de ce département, on essaye de discuter tous ensemble, d'agréger des compétences, des données et des ressources, comme on disait tout à l'heure. Et un élément important, c'est que tu parlais tout à l'heure de système. En fait, aucun système n'est figé. Et ce qu'on sait un jour, en fait, on peut le contredire ou le revoir le lendemain. Et l'idée de travailler dans un espace-temps, un espace géographique en fait qui est central, c'est-à-dire que quand on se voit au même moment, au même site. Ça, c'est un gros avantage, ce qui n'était pas possible avant, puisque moi j'étais sur diverses activités à la fois temporelles et géographiques qui étaient pas concordantes avec les activités des personnes que je rencontre aujourd'hui et avec lesquelles j'ai la chance de travailler en temps, en heure et en lieu, de façon coordonnée et je trouve efficiente, beaucoup plus efficiente, et c'est une opportunité. C'est pour ça que je parlais de plaisir tout à l'heure, que de pouvoir le réaliser 2 fois par semaine depuis presque maintenant 8 mois. Oui, tu parlais de système, c'est ce qui me revenait quand tu disais que tu travailles de façon coordonnée avec plusieurs personnes. Est-ce que c'est que des médecins ou au contraire c'est des entraîneurs, ça va être des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des physiologistes, enfin avec quel genre de personnes tu travailles ? Alors non, c'est pas des médecins, en tout cas c'est pas le sens de ma venue ici, puisqu'il y a tout un staff médical dédié, donc c'est pas le sens de ma venue. Ce qu'on avait au départ imaginé, et c'est comme ça qu'on l'a dressé, on va dire, sur le papier, c'est que moi je venais pour faire non pas du soin, non pas de la vie médicale déléguée, parce que je le fais toute la journée dans mes activités médicales princeps. Je viens vraiment pour essayer de m'enrichir et d'accompagner à hauteur de mes compétences, en tout cas de ce que je peux amener, des équipes avec des entraîneurs, tu le disais, des préparateurs physiques, tu le disais, et des scientifiques de la performance. Voilà, donc on va dire que le côté médical, à la limite, j'évite d'en faire. J'évite d'en faire parce que j'ai des amis qui sont, des confrères et amis qui sont également médecins sur le site, et s'il y a besoin, on discute, mais disons que c'est pas le sens de ma venue, de ma présence ici pour ce projet spécifique. Tu disais aussi que c'est la bataille du talent versus l'inné versus le travail, qu'on peut être bon dans une discipline et pas dans une autre. Au Krebs de Toulouse, j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul sport qui est représenté. Toi, tu accompagnes tout type d'athlètes, hommes, femmes, des volleyeurs, des handballeurs, des footballeurs, des coureurs, ou c'est spécifique ? Non, c'est pas spécifique. Ma mission, elle est transversale. C'est-à-dire, l'idée, c'est on essaie d'accompagner toutes les disciplines qui sont présentes ici sur le Krebs en fonction du besoin. C'est-à-dire que
Il y a des disciplines qu'on connaît mieux. Enfin, moi, personnellement, je connais mieux, que j'appréhende mieux, c'est plus simple. Mais s'il y a une discipline qu'on n'appréhende pas du tout, juste c'est l'avantage d'être sur un espace-temps, un espace géographique aussi commun. On essaie de discuter avec les gens qui connaissent cette discipline, en l'occurrence le préparateur, l'entraîneur, voire les athlètes. On essaie de discuter pour connaître les besoins, les contraintes, les objectifs. Et nous, après, notre objectif à nous, dans le département de l'optimisation de la performance, c'est d'essayer de trouver des solutions en termes de propositions d'évaluation, mais également derrière de solutions. Pour répondre à une question, c'est comment être plus performant en étant en meilleure santé, naturellement, bien entendu. L'avantage, c'est ça, c'est de s'enrichir. Alors, juste à titre informatif, puisque tu poses la question, on va prendre un exemple pratique. Le premier protocole et à l'issue duquel j'ai pu réussir à obtenir un accord en fait de partenariat avec un projet, un réel projet, ça s'est fait avec la boxe française, avec la Savate, où l'entraîneur du pôle France nous avait challengé sur une problématique propre à sa discipline pour améliorer l'entraînement et la performance de ses athlètes. On a eu la chance de discuter avec mes collègues du département ici de comment on envisageait éventuellement de pouvoir répondre dans un premier temps à une évaluation et ensuite, en fonction des résultats, pouvoir proposer des axes de travail. Donc le protocole s'est déroulé de façon optimale puisqu'on a été, on va dire, bien encadré par Wendy, pour ne pas le nommer, et par ses athlètes dans un cadre de discussion qui était vraiment optimisé. Donc ça fait toujours un point d'ancrage solide, on va dire. Et on se base sur ce type de collaboration pour avancer avec d'autres disciplines. Donc moi, en tout cas, je viens pour m'enrichir. Je suis fermé sur aucune discipline. Et il y en a qui sont plus évidentes pour moi, d'autres qui sont beaucoup plus éloignées de mes expériences. Mais il n'y en a aucune qui est éloignée de mes intérêts, ça c'est sûr. Justement, juste pour rester sur toi, quelles sont tes disciplines de cœur, tes disciplines favorites, peut-être celles que tu pratiques ? Alors, moi, les disciplines sur lesquelles je suis spontanément le plus à l'aise, ce sont toutes les disciplines qu'on caractérise comme étant plutôt à composante métabolique, donc on va dire tout ce qui est endurance. Mais de plus en plus, je m'intéresse et j'essaie de développer ma compétence dans l'évaluation, mais également dans la proposition d'axes de travail pour tout ce qui est, on va dire, du domaine neuromusculaire, c'est-à-dire toutes les disciplines de force et vitesse, en ramenant une dimension métabolique sur ces disciplines pour essayer de mieux appréhender la part du métabolisme dans des disciplines qu'on peut éventuellement considérer, et c'est un tort, de façon binaire, comme étant un peu moins métabolique. On va dire, on a tous entendu dire la vitesse c'est pas l'endurance, l'endurance c'est pas la vitesse. Moi je considère qu'on peut avoir, pour être trivial, de l'endurance dans la force et de la force dans l'endurance. Bon bref, voilà, c'est des éléments de cadrage, mais c'est un peu rapide comme point de réflexion. Spécifiquement, c'est plus tout ce qui a trait au métabolisme, et je n'oublie jamais par contre que au final, celui qui gagne, c'est celui qui va le plus vite. Et pour ça, il y a pas de problème, c'est celui qui a le plus de vitesse, le plus de force, selon les disciplines, selon le plus de puissance, selon ce dont on va discuter. C'est un peu plus loin pour ma compétence, tout ce qui est déterminant neuropsycho. Voilà. Mais j'y attache énormément d'importance, mais je ne m'estime pas du tout compétent dans ce domaine. Même si on travaille beaucoup aujourd'hui sur, en tout cas moi personnellement avec d'autres équipes justement qui sont reliées d'ailleurs au Krebs, sur les domaines du déterminant de la fatigue. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément de par mes pratiques de trail, d'ultra-trail et des types d'athlètes avec lesquels je suis amené à discuter. Et même si c'est pas du tout dans mon domaine de compétences, j'avoue que je m'intéresse relativement assez souvent à tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se dit dans les déterminants, on va dire, de la fatigue, avec une grande part sur tout ce qui est neuropsycho, et pas que métabolique, justement. Alors, j'avais préparé plein de notes, on y reviendra peut-être, mais je me laisse un peu embarquer aussi par nos échanges. Tu parles de discipline métabolique, tu dis que c'est le plus fort qui gagne. Oui et non, surtout si on prend le triathlon, l'ultra-triathlon, l'Ironman, le trail, l'ultra-trail, c'est peut-être pas forcément le plus fort ou le plus rapide, c'est aussi celui qui a la meilleure stratégie. Dans le triathlon, la difficulté, c'est de savoir gérer son effort sur les trois sports. Si on prend l'ultra-endurance, très égoïstement ou très égocentriquement, je reprends ma traversée de la France, je suis arrivé au bout, pas parce que j'étais plus fort ou parce que j'étais plus rapide, parce que j'ai travaillé mon endurance, parce que j'ai su résister à la douleur, même avec une tendinopathie du tendon d'Achille, j'ai réussi à passer outre. Donc il n'y a pas que la force ni la vitesse, il y a aussi d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Alors, je suis entièrement d'accord. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à condition métabolique égale, en compétition, le premier, c'est celui qui arrive le plus vite.
La vitesse, c'est un élément déterminant, et l'élément déterminant de la vitesse, c'est la force. Bon, on l'a vu il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans à l'UTMB entre Mathieu Blanchard et Kylian Jornet. Lequel était le plus fort, lequel était le plus rapide? Après, voilà, ce que tu pointes du doigt, c'est des éléments de course. En fait, c'est des éléments qui sont bien entendu déterminants dans la notion de performance le jour de la compétition. Tu évoquais le mental, tu évoquais la capacité à résister à ta tendinite. Ça, c'est bien sûr des éléments qui vont contredire le côté binaire de ce que j'ai dit. Et moi, je me positionne plus en tant que, dans le domaine de la modélisation biologique. Et après, derrière, il est clair que c'est tout l'intérêt de la mission ici, c'est d'aller sur le terrain et de savoir que, et j'en suis bien conscient, le déterminant de la performance, il n'est pas uniquement ce qu'on mesure en laboratoire, en physiologie, il est tout un tas de contextes, tout un tas de jour J aussi, les conditions du jour J. Il y en a peut-être qui sera performant un jour donné, il ne sera pas performant le lendemain. Et aujourd'hui, on est dans le Tour de France, ils arrivent à Toulouse, ils roulent demain. On sait très bien qu'il y a des jours sans, des jours avec, et c'est évidemment très très important de prendre l'athlète dans sa globalité, dans son écosystème, et ça, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, ce que j'ai voulu signifier en disant je m'intéresse de plus en plus à la force, parce que pour moi c'est un déterminant de la performance, c'est qu'à condition égale et hors contexte, on va dire négatif, si tu veux être devant, il faut avancer vite. C'est clair. Tu dis il faut prendre l'athlète dans son environnement. Nous, on s'est rencontrés parce que tu m'as fait passer des tests d'effort. Pourtant, quand on passe un test d'effort, on n'est pas vraiment dans notre environnement. Alors, quand on est coureur et qu'on va courir sur un tapis, un peu. Quand on est cycliste et qu'on va rouler sur un vélo type d'appartement, en tout cas un vélo pour faire le test d'effort, un peu, ça n'empêche qu'on n'est pas dans notre environnement, on n'est pas à l'extérieur. Si on est coureur sur route, il y a quand même du bitume, il y a quand même l'énergie cinétique qui est renvoyée d'une certaine manière qui n'est pas la même que sur un tapis. Il y a la montée, la descente. Quand on est trailer, il y a l'environnement extérieur, il y a là encore le dénivelé, positif, négatif, le terrain qui change. Quand on est cycliste, c'est pareil, c'est pas comme quand on est sur un vélo d'appartement, enfin en tout cas un vélo de test. Donc en fait, quand tu testes des données à un instant T, mais qui sont pas dans l'environnement du sportif en question. Et j'imagine que si tu testes un handballeur ou si tu testes un boxeur, que tu lui fais faire un test d'effort sur un vélo ou sur un tapis, il est absolument pas dans son environnement. Comment est-ce que tu analyses ces données? Comment est-ce que tu les extrapoles alors qu'on est encore une fois pas dans son environnement? Plus le fait qu'on est dans un espace-temps qui n'est pas celui de la compétition. Tu testes à un instant T, mais le pic de forme, comment on le définit? Est-ce que ce sera le même dans 3 semaines, le jour de notre compétition, ou un petit peu avant ou un petit peu après? Comment tu intègres tout ça dans ton système à toi en tant que, passe-moi l'expression, mais entre guillemets, testeur? On l'intègre avec la base, c'est avec une grosse collaboration avec l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il faut, le jour où on fait des tests, savoir pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'on attend de l'entraîneur et dans quelles conditions on les fait. Alors, pour répondre à d'abord la première partie de ta question, c'est comment on intègre le fait que des fois, pour être un peu dichotomique là encore entre le laboratoire et le terrain, on est un peu loin du terrain quand on est en laboratoire, bien entendu, l'idée c'est d'avoir la chance de faire ce qu'on a la chance de pouvoir faire ici, c'est-à-dire de faire du terrain avec des appareils embarqués. C'est-à-dire qu'on est en mesure aujourd'hui, sur le côté métabolique, sur le côté force, sur le côté, on va dire, métrologique, au sens large, de tout pouvoir embarquer. C'est-à-dire ce qu'on utilise, c'est pas du matériel médical au départ. À part si on a un objectif de surveillance cardio-respiratoire, où là, on n'est plus du tout dans ce domaine. Et là, on décorrèle le cadre de testing, c'est-à-dire qu'on le fait en milieu médicalisé. Mais sinon, nous, on a la chance de pouvoir aujourd'hui utiliser des capteurs embarqués pour ramener l'athlète dans son écosystème, dans sa dynamique spécifique de travail, même pas la plus proche, typique de ce qu'il fait. C'est-à-dire, mais je veux faire ça, moi. Voilà, je vais prendre un exemple type, on en a parlé tout à l'heure, la boxe. Si tu me dis le boxeur, on nous les a testés contre un sac et on les a testés sur le ring. Voilà, et avec un protocole de test qui a été déterminé par l'entraîneur, qui correspond à ses problématiques à lui, à ses aspirations à lui, au challenging en fait qu'il veut faire de son athlète. Et il nous dit, moi quand je veux le challenger, je veux savoir comment ça répond derrière. Nous, à nous de nous mettre en situation pour mesurer ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Donc premier niveau de réponse, c'est on est en mesure de le faire, parce qu'ici on a la structure pour, et on est en mesure de le faire parce qu'on sait travailler ensemble. Quand tu dis ici, c'est le CREPS. Enfin, j'imagine tous les CREPS ou tous les centres de la performance, mais en l'occurrence là, le CREPS, et c'est pas forcément donné à tout le monde, que ce soit en laboratoire, à l'hôpital ou autre. Et puis, ça a un coût aussi.
Bien sûr, oui, je parle du Krebs parce que tu parles du Krebs, c'est qu'on a cet objectif-là, mais ce qu'on fait ici, on est amené à le faire autre part. On peut le faire autre part, et je reviens sur un autre exemple. Moi, je travaille aussi avec l'académie de Trail, en fait, l'académie Brooks, qui a le Brooks Trail Project, en fait, qui a pour vocation d'accompagner des jeunes athlètes en devenir sur tous les niveaux, le cadre scolaire, le cadre éthique, le cadre de la construction personnelle, le cadre de la performance. On est amené à les tester avec l'entraîneur quand je me déplace avec eux sur le terrain. Et quand je dis sur le terrain, c'est vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'on se met dans la pente et puis nous, après, on fait nos mesures et on fait ce qu'on a à faire en fonction de ce dont on pense qu'on a besoin, enfin en tout cas ce que l'entraîneur pense avoir besoin, et on fait ça tout naturellement. Donc ce qu'on fait ici, nous on peut le faire ailleurs, et ce qu'on fait ailleurs, on essaie de le faire ici quand on a fait ailleurs et qu'on n'a pas encore fait ici. Pour être très loco-régional aussi, on parle de sport collectif, tu parles de handball, je vais prendre un autre exemple, je vais prendre l'exemple du rugby. Si on nous dit, évaluer le ressource métabolique d'un rugbyman pour savoir comment le rugbyman, avec le développement de sa ressource métabolique, pourrait mieux soutenir l'effort rugbystique de performance qu'on connaît aujourd'hui comme étant nécessaire pour jouer à très haut niveau. Première question qu'on se pose, c'est de quoi a besoin l'entraîneur d'un point de vue métabolique pour jouer à haut niveau. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre la tâche que l'entraîneur impose, et en fonction de ce que l'entraîneur impose pour dire ça, c'est la tâche qu'on veut pour jouer à haut niveau, nous on essaie d'identifier dans un premier temps la composante métabolique qui pourrait soutenir cette tâche. Une fois qu'on a identifié cette composante, le travail n'est pas fini. C'est qu'on essaie de savoir comment on peut l'évaluer. Bien entendu, sur le terrain, c'est mieux. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, une fois que tu as été dit, OK, on va se déplacer avec notre matériel et on va tester l'athlète, c'est quel protocole ? Si tu évalues un rugbyman en lui faisant faire un test de Van Meval comme si tu évalues un demi-fondeur, tu n'es pas du tout dans la problématique. Donc là aussi, il y a tout un axe de réflexion avec l'équipe de préparateurs, l'entraîneur, toutes les personnes ressources dans la dynamique spécifique du sport, qui font que on essaie même d'imaginer un protocole qui soit le plus proche du terrain, c'est-à-dire de la tâche terrain. Et là, on commence à pouvoir, à un moment donné, dire à la personne, voilà, la part métabolique que nous, on sait mesurer, on fait au mieux pour être le plus précis possible. Parce que là aussi, quand tu as une mesure, si elle n'est pas bonne, il faut être capable de la critiquer pour dire elle est loin de ce qu'on attendait. C'est quand même, il y a quelque chose qui s'est passé. On a le droit de se tromper dans la mesure, on a le droit de se tromper dans le protocole, on a le droit de se tromper dans l'objectif. Mais une fois qu'on a mis tout ça en place et qu'on a, on va dire a priori, une méthode qui marche, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la qualité de la mesure, c'est là que derrière le travail, il est hyper intéressant en aval. C'est-à-dire, on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Voilà. Donc pour répondre à ta question, on est en mesure de le faire pour deux raisons. C'est qu'on a les moyens techniques et qu'on a les moyens humains. Et quand je dis les moyens humains, c'est les moyens humains en termes de disponibilité et en termes de capacité d'interaction. Sans interaction, on ne peut rien faire. À part des disciplines, et encore une fois, où a priori on connaît un peu mieux, mais même là-dedans, tu as un entraîneur dans une même discipline qui va entraîner de façon différente d'un autre entraîneur parce qu'il a des concepts d'entraînement ou des sensibilités, on va dire, différentes. Et si tu fais le même protocole à tout le monde, tu ne vas pas répondre aux deux entraîneurs de la même façon, parce qu'il y en a un qui attendra forcément autre chose, ils n'entraînent pas de la même façon. Donc même sur une discipline qu'on est censé a priori connaître, nous, on a toujours besoin qu'on nous passe une commande, on va dire, de savoir réellement quel est le contenu de la commande de l'entraîneur. Alors pour revenir sur le testing, j'aurais au moins répondu à 2-3 questions que j'avais notées. En termes de test d'effort, quel est l'intérêt pour toi, pour un sportif qui soit amateur ou qui soit de haut niveau ? Au-delà du fait que, comme tu le dis, on te passe une commande, on te demande de faire évoluer tel ou tel athlète ou tel sport, telle ou telle discipline, sachant que, encore une fois, on en revient, c'est très individualisé, ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de l'athlète. À compétence égale, un athlète répondra pas forcément de la même manière qu'un autre. Et j'ai encore en tête ce match Jornet-Blanchard. Voilà, ils sont plus ou moins du même niveau, pourtant c'est deux individualités complètement différentes et on va pas les faire travailler sur les mêmes axes, ils habitent pas au même endroit, etc. Ton avis sur le test d'effort pour un amateur et pour un pro, est-ce que ça a un intérêt ou pas, et à quel moment de l'entraînement est-ce qu'on doit placer un test d'effort si ça a un intérêt ? Alors le test d'effort, il a un intérêt dès lors qu'on a défini l'objectif du test d'effort, c'est-à-dire si le test d'effort il est juste fait pour savoir quelle est la VMA, pour être un peu trivial, ça n'a pas grand intérêt. C'est effectivement de savoir quel type de protocole on veut pour déterminer quel type de VMA, parce que ça dépend des durées des paliers, des pentes, ça dépend du lieu où on le fait. Voilà, ça dépend de la condition dans laquelle on peut être amené à le faire. Ça dépend du moment de la saison, parce qu'on ne va pas travailler la même dynamique de travail en fonction du moment de la saison, de la précocité, du moment où le test est placé par rapport à l'objectif.
Donc pour moi, il a un intérêt dès lors qu'on sait ce qu'on veut en tirer et on sait comment on veut l'implémenter dans le programme d'entraînement. Maintenant, je vais être un peu plus provocateur. Si tu as un entraîneur qui te dit, moi, j'ai pas besoin parce que moi, le test de terrain, les chronos, la vitesse, la pente, le GPS, le lactate, éventuellement, ça me suffit, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Il y a des éléments même avec cette dynamique-là, avec le test d'effort, on peut avoir et qu'on n'aura pas avec le test de terrain. Si on prend par exemple une cinétique de consommation d'oxygène qui aujourd'hui permet on va dire, de mieux affiner une dynamique de performance métabolique. J'ai pas dit qu'elle permet de la déterminer à tout prix. J'ai dit qu'elle permet de mieux l'affiner, cette notion de cinétique de consommation d'oxygène, que ce soit la cinétique lente ou la montée rapide, suivant les types d'exercices qu'on fait, ça permet de mieux affiner les puissances de soutien dès lors qu'on veut vraiment faire de la codification, c'est-à-dire qu'on veut vraiment déterminer les vitesses et la puissance, ça s'appelle codifier ou personnaliser à partir des éléments de codification chez un athlète. Je travaille aussi avec la Fédération française de cyclisme dans un département qui a pour vocation d'organiser la haute performance. Donc on est plusieurs à travailler dans ce domaine-là et j'en suis très très content, pareil depuis 2 ans, en lien avec l'équipe médicale, avec le médecin fédéral national qui m'a dit est-ce que tu voudrais pas collaborer avec les physiologistes, les scientifiques au sens plus large de ce département de haute performance. En cyclisme aujourd'hui, il y a le fond, c'est-à-dire il y a tout ce qui est vous avez besoin de puissance, vous avez besoin de consommation, vous avez besoin d'endurance. Et puis il y a tout ce qu'ils appellent les gains marginaux, l'aéro. Et le gars marginal, il n'est pas si marginal quand vous voulez être champion, quoi. Et j'entendais ce week-end, suite aux différentes chutes, on est en train de... Certains commentateurs proposent de réduire les vitesses de façon drastique. Et donc le directeur celui qui trace, je crois que c'est M. Gouvenou, ils évoquaient, je n'ai aucun avis là-dessus, ils évoquaient, mais du coup ça laissera moins de place à l'aéro. Parce qu'il disait qu'en fait l'aéro c'est probablement en partie ce qui est peut-être éventuellement responsable des grandes vitesses qui deviennent dangereuses pour les athlètes. Donc voyez où on en vient aujourd'hui. On en est à vouloir, un peu comme avec les Formule 1, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas le choix et parce que dans la réflexion il va bien falloir trouver une solution pour que ça aille moins vite et que ça casse moins. Je ne dis pas que c'est la seule solution, il y a peut-être aussi d'autres choses à envisager en termes de parcours, de sécurité. Et il disait quelque chose d'assez juste aussi, il disait mais si demain on est obligé d'aller sur les circuits de voiture parce qu'on veut absolument que les coureurs aillent vite, ça n'a plus de sens, quoi. Donc vous voyez que le problème il est très complexe. Donc nous on est une pièce dans le puzzle, quoi. Les scientifiques, le physiologiste, on est une pièce dans le puzzle. Tout ça c'est conditionné par on va dire la philosophie du sport qu'on veut donner au sport, qu'on veut donner à chaque sport aussi. Et nous, on est une pièce dans le puzzle. Mais c'est ça qui est passionnant, parce que moi, en dehors d'être médecin, d'être scientifique et aussi un peu entraîneur, moi, ce qui m'intéresse, c'est le milieu. C'est l'ambiance, c'est le vécu. Le vécu, et je ne me désolidarise pas de toutes ces réflexions-là, mais je me garde bien de faire un commentaire en particulier maintenant, parce que c'est plus complexe que ce qu'on peut en penser, quoi. Un système. Il y a plusieurs choses qui s'imbriquent et il n'y a pas juste la performance, la vitesse ou la force. Non, et puis on ne va pas faire courir tout le monde pieds nus, on ne va pas faire courir tout le monde avec les mêmes vélos, on va pas, etc., avec les mêmes stratégies nutritionnelles, les mêmes produits. Non, c'est compliqué et la haute performance peut avoir effectivement des avantages. Elle peut occasionner certaines dérives en termes de conditions d'exercice de la haute performance. Tout à l'heure, tu parlais d'ultra-trail. On me dit souvent, est-ce que c'est dangereux l'ultra-trail ? Je vais reprendre ce que dit un expert mondial du domaine, Guillaume Millet, pour ne pas le citer. Non, c'est pas dangereux, du moment que c'est encadré, du moment que c'est adapté à sa propre ressource, et du moment que c'est raisonnablement préparé, en fait, et réalisé, raisonnablement réalisé. Voilà, c'est ma vision des choses. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que le simple modèle de si tu as fait le test, tu seras performant. C'est clair. Ça ouvre d'autres questions et à laquelle je pense depuis le début, c'est-à-dire collecter la data, c'est bien, et tu l'as dit, mais après il faut l'analyser, et puis après il faut l'utiliser, parce que il y a la collecte, il y a l'analyse des données, donc récupérer les données, essayer de les faire parler, puis une fois qu'on a essayé de les faire parler, il faut mettre en pratique et il faut voir surtout si ça marche, ces modèles qu'on a créés.
La petite question que j'avais tout à l'heure sur le test, c'était à quel moment c'est le mieux de faire le test ? Tu disais que ça dépend de la commande de l'entraîneur, mais est-ce que c'est au début d'une saison ? Est-ce que c'est au moment où on va rentrer dans la saison entre guillemets hivernale et où donc on va plus travailler le foncier ? Est-ce que c'est au moment où on va passer sur le spécifique avant la saison de compétition, enfin avant la série de compétition ? Est-ce que ça va être 15 jours, 3 semaines avant ? Parce que mine de rien, ça génère aussi de la fatigue de faire un tel test. Enfin, quel est le meilleur moment pour faire un test d'effort ? Alors, c'est jamais en termes de reprise parce que pour le coup, on n'est pas sur le spécifique. Mais je vais répondre aussi à ta question en disant c'est au moment où tu rentres dans du spécifique. Sauf que tu vas me dire, mais le spécifique, il y a plusieurs types de spécifiques. Eh bien, au moment où tu décides de faire un travail spécifique du genre la vitesse, l'endurance, le fondamental, l'endurance aérobie basse, tu vas faire un test dont le protocole sera adapté à son spécifique. Donc, en fait, tu fais le test quand tu veux, pas en phase de reprise, quand tu es en phase de réactivation, mais tu le fais au moment où tu le souhaites. Le plus important, c'est que le protocole du test soit adapté à l'objectif de développement au moment de la planification auquel tu fais le test. C'est-à-dire, c'est de ne pas faire un test de VMA si tu es en phase de travail d'endurance de fond et inversement. Et tu disais, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant, mais ça reste au final une séance de travail spécifique. Donc, ça doit être aussi intégré dans l'échéancier de l'athlète. Et ça doit être en totale concertation avec l'athlète pour que là, pour le coup, il soit disponible le jour du test. Parce que nous, le problème qu'on peut avoir, alors que ce soit en médical ou que ce soit en termes de testing, c'est qu'il y a une problématique, alors pas d'adhésion, mais de disponibilité le jour J. Et nous, la disponibilité, elle est très très difficile à évaluer parce qu'on a une mesure et si la mesure n'est pas là où on l'attend, on se dit c'est soit l'athlète il n'est pas performant dans ce domaine-là ou soit il n'a pas donné ce qu'il était susceptible de donner et la veille il était peut-être mieux, le lendemain il sera mieux, aujourd'hui on n'est pas tombé dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que le jour du test en fait tout soit dit en fait, que les choses elles soient évaluées. Alors on a différentes méthodes pour appréhender la disponibilité de l'athlète le jour J, mais la base c'est quand même de le planifier en fait le moment du test et de savoir qu'est-ce qu'on va tester, pourquoi on l'a testé. Et il y a un terme que moi j'aime bien aujourd'hui, c'est de développer l'approche littératique dans le domaine de la performance, c'est-à-dire en clair, c'est d'augmenter le potentiel d'interaction entre les différents acteurs, l'athlète, l'entraîneur, le sportif, le scientifique. Mais quand je dis possibilité d'interaction, c'est de parler un langage qui soit commun et qui soit compris de tous. Et on a tous à s'enrichir dans nos domaines de compétences respectifs, des compétences des autres. Et je pense que l'approche littératique, c'est-à-dire d'augmenter le sens commun en fait, de la discussion à partir d'un langage, d'un concept, d'une dynamique de discours qui soit commune, eh bien, c'est important parce que ça permet de lisser en fait, les risques de « Ah, mais on ne s'était pas compris ». Et moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et là, d'un point de vue plus scientifique dans la littérature, il y a pas mal d'écrits en fait, qui tentent à montrer que le développement de la ressource littératique d'un athlète permet à l'athlète de mieux répondre aux stratégies de l'entraînement proposées par l'entraîneur et sur lesquelles va se greffer le scientifique, voire le médecin en fonction. Et nous, en médical, quand on soigne, en fait, on a besoin aussi d'expliquer au patient quelle est sa maladie parce que c'est un facteur d'adhésion au traitement. Et cette approche littératique, c'est pour moi un facteur d'adhésion de l'athlète à l'entraînement et d'autonomisation de l'athlète à l'entraînement et donc de probablement meilleures réponses et probablement de moins d'erreurs en fait, moins d'erreurs stratégiques qui vont mener à de la contre-performance ou éventuellement à de la blessure. Pour moi, c'est très important de pouvoir travailler de façon commune et transparente. On va éclairer, comme on dit, éclairer avec toutes les parties. Oui, parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent sur le podcast, est-ce qu'on a besoin de prendre un entraîneur ou pas, quel est l'intérêt ? Et souvent l'intérêt c'est que ça libère la charge mentale de l'athlète que de prendre un entraîneur, même les meilleurs athlètes qu'on a pu avoir sur le podcast. En revanche, se libérer de la charge mentale à prendre un entraîneur qui va planifier ou t'aider à planifier ton entraînement, ça ne veut pas dire ne pas comprendre, ne pas échanger avec lui ou avec toutes les personnes de ton staff. On n'est plus, alors c'est peut-être une image grossière que j'ai, un stéréotype en Europe de l'Est il y a 50 ans où les boss disaient ce qu'il fallait faire et puis l'athlète exécutait et puis l'athlète avait des médailles et puis s'il n'avait pas de médaille, il était banni ou je ne sais quoi. Je suis assez aligné avec toi avec cette approche littératique où on va échanger sur l'entraînement, sur tout ce qui tourne autour de l'entraînement et ce qui va permettre aussi parfois au staff de mieux comprendre l'état de forme physique et mental de l'athlète et à l'athlète aussi d'intérioriser, de comprendre ce pourquoi aujourd'hui il n'a pas été performant à l'entraînement.
Moi, je suis à 2000% d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire aujourd'hui, la dynamique, elle est vraiment, vraiment importante d'un point de vue collectif. Et là, il y a encore, je crois que il y a 3 semaines, on est en fin de saison sportive. Là, on a une réunion ici où on a fait une réunion de synthèse de l'année en cours, et je crois qu'il y en a une en début de chaque année aussi pour définir les objectifs de l'année en cours. Donc, quand je dis synthèse, c'est tous les départements qui travaillent au sens de la performance. Et ça va aussi avec les départements qui assurent la vie scolaire ici, dans l'établissement, qui cadrent, on va dire, l'adhésion de la vie scolaire au projet sportif. Tout le monde travaille ensemble et on débriefe en fin d'année, on programme en début d'année et on voit ce qui n'a pas matché pour donner des axes d'amélioration. Et l'athlète, il est complètement partenaire de ce type de dynamique-là et il faut qu'il le soit. Il faut qu'il le soit parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on ne pourra pas apporter les meilleures solutions. Donc moi, je suis à 2000% d'accord avec toi pour dire ce modèle-là, moi, c'est ce modèle qui me plaît. Et nous, on fait beaucoup de réunions, beaucoup de débriefing, de réunions de synthèse. Et on n'interprète jamais un test sans être sûr que le test il a été interprété en adéquation avec le besoin qui était initial. On ne dit pas d'emblée on a compris, on va le faire. Non, même au moment de l'interprétation du rendu du résultat, on essaie de savoir si on avait bien compris. Je saute sur un autre sujet. Tu as parlé de stratégie nutritionnelle tout à l'heure. Ça rentre aussi en jeu dans la performance. Est-ce qu'on est plutôt sur le glucose? Est-ce qu'on est plutôt sur les graisses? Est-ce qu'on est sur un mixte des deux? Il y a des tendances. Tu le disais tout à l'heure, les modèles, ils ne sont pas forcément figés, ils sont évolutifs. On peut du jour au lendemain presque casser ce qu'on disait avant parce que on se dit que soit on veut tester, soit le nouveau modèle qu'on essaie d'apporter semble meilleur. Quel est ton point de vue là-dessus, en tout cas sur une stratégie nutritionnelle? Et encore une fois, ça va être adapté aux différents sports, mais pour rester peut-être sur le triathlon ou l'ultra-endurance. C'est vraiment pas honnête de disserter de façon superficielle dans ce domaine-là pour essayer d'apporter des solutions. Mais une chose assez sûre, c'est que si tu manges mal, que tu manges pas assez et que tu manges pas, on va dire, la qualité d'énergie, c'est-à-dire protéines, glucides ou éventuellement des graisses qui sont, alors pour le coup, recensées comme étant des ressources importantes dans ton type d'activité, et que si tu bois pas en plus, forcément tu seras pas performant. Ça, je crois que voilà, c'est un sens commun. Maintenant, effectivement, les recettes qui sont basées justement sur non pas des expériences personnelles d'athlètes, mais qui sont basées sur des expériences scientifiques. C'est-à-dire si justement ils essayent d'exploiter à juste titre des données de la recherche. Nous, on travaille en recherche, on fait des projets là-dessus. On essaie de développer des axes de développement de performance à partir notamment de domaines de stratégie nutritionnelle. On peut être amené à le faire. Si on montre qu'il y a un protocole qui a pu marcher, si ce protocole est safe, c'est-à-dire s'il n'engage pas, on va dire, des prises de risques ou des choses contraires, on va dire, à des stratégies particulières, pourquoi pas l'essayer. Mais nous, on essaie de rester basé sur la preuve et sur l'absence de nocivité en fait des stratégies. Alors, est-ce qu'il vaut mieux manger du sucre? Est-ce qu'il vaut mieux faire à jeun? En fait, on peut s'entraîner à jeun, ça dépend de l'objectif qu'on a. Il faut s'entraîner en sucrant, ça dépend de l'objectif qu'on a, enfin du moment de l'entraînement ou du moment de la saison. C'est pas antinomique. On peut manger des corps gras, ça dépend du type de corps gras qu'on mange bien entendu, parce que ça va être un soutien métabolique à la performance. Il y a des types de gras particuliers, on va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, la dynamique nutritionnelle, c'est effectivement un pilier de la performance, notamment dans le sport d'endurance, mais également dans les sports de force. Dans le sport de force, il y a souvent le débat, les protéines, à quel moment, type rapide, lente, les agrégats. Il y a tout un tas de recettes en fait qui existent. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà que ça soit accessible et que ça soit pas, on va dire, un projet qui mette entre guillemets plus de problèmes que ce qu'il ne va en régler. Alors je parle de problèmes en termes de mise en place et en termes de coût aussi, parce que la nutrition, la technologie, ça a un coût. Donc c'est bien de dire oui, ça m'a marché, c'est du tonnerre, ça m'a marché super bien, un tel fait ça, on veut faire pareil. Ça a un coût. Donc si c'est pour déstructurer, désorganiser un athlète parce qu'on lui met une pression entre guillemets stratégique à partir de protocoles qui sont censés l'amener vers tel ou tel niveau de performance, mais que l'athlète il n'est pas réceptif parce qu'il ne peut pas l'être pour X raisons, c'est-à-dire organisationnelles ou en termes financiers, il faut faire attention. Voilà. Après, le point aussi, alors je le mets sur le même niveau, il faut que tout soit safe, c'est-à-dire il faut que rien ne soit nocif.
Et puis après, dans ce domaine-là, on peut aussi aborder un troisième point sur lequel, là encore, je ne disserterai pas, c'est les aspects éthiques de certaines approches. Et je ne parle pas de dopage, je parle d'aspects éthiques. Voilà, il y a des discussions dans des comités, dans des colloques scientifiques à partir de certaines approches qui ne sont pas du tout interdites, mais sur lesquelles on peut être amené, nous, en réunion, en conférence, à discuter des aspects éthiques pour l'égalité des chances, pour tout un tas de choses. Voilà. Et ça aussi, c'est une dimension, en fait, que moi, à mon avis, il ne faut pas oublier. Il faut que le sport reste du sport, mais la haute performance, à un moment donné, elle a des contraintes, des obligations. Et c'est un peu vaste, le débat, un peu vaste. Donc nous, on se positionne dans le puzzle. Moi, j'ai quand même mes petites idées, mes convictions, mais nous, on est là pour amener, on va dire, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire de la biologie et de la sécurité aussi pour les athlètes, et que tout le monde soit content et performant. T'as piqué ma curiosité sur le côté éthique, et puis évidemment on va pas non plus débattre sur les conduites dopantes, pas que le dopage, mais on parle de conduite dopante, enfin ne serait-ce que s'astreindre à prendre 1 ou 2 ou 3 cafés par jour, on n'est plus forcément dans le plaisir du café, mais on peut être déjà dans des conduites dopantes, par exemple. Sur les mesures aussi, les mesures de données, tu disais que tu travailles sur un aspect assez large de la physiologie, tu fais du testing, tu peux embarquer du matériel, tu peux presque en live contrôler les modèles que tu mets en place. Il y a aussi une partie qui peut être assez intéressante, c'est l'aspect oxydatif du muscle. Est-ce que ça, tu peux le faire en embarquant du matériel simple, ou est-ce que ça doit être forcément une technique invasive, comme par exemple une biopsie, pour voir à quel point le muscle s'oxyde, s'abîme, et donc là encore, aller chercher la performance de l'athlète? Dans la dernière partie de phrase, tu as parlé le muscle s'oxyde, s'abîme. Alors si tu veux tester l'oxydation, c'est-à-dire en clair les radicaux libres musculaires qui sont dégradants, là oui, tu as 2 solutions, c'est ou des prises de sang ou des biopsies musculaires. Bon, donc tu te doutes bien que c'est hors champ pour ce qui est de la biopsie, pour tester si un athlète s'est trop oxydé, au sens où tu l'as évoqué. Dans le domaine de la performance, la prise de sang, c'est plus commun de faire du bilan du stress oxydant pour essayer d'amener derrière un diagnostic et des remédiations par des stratégies nutritionnelles notamment, ou des modifications d'entraînement pour que l'entraînement soit moins pro-oxydant, notamment en augmentant les temps de récupération. Bon, ça c'est la première chose. Après, dans la notion d'oxydation, je pense que ce que tu voulais dire, c'est quelle est la part du segment muscle, notamment dans la consommation d'oxygène, pour expliquer la performance. Mais c'est au-delà de la consommation d'oxygène, c'est pour synthétiser de l'ATP, c'est-à-dire la molécule chimique qui va être transformée en énergie mécanique. Bon, mais là, on a aussi là 2 solutions. C'est soit tu fais de la biopsie, ça c'est de la recherche, voilà, c'est pas en situation appliquée, soit on a des déterminants indirects qu'on peut mettre avec des capteurs non invasifs qui permettent de savoir peu ou prou quelle est la dynamique de consommation d'oxygène du muscle. Mais ça reste, on va dire, de la modélisation, mais pour autant, c'est pas inintéressant et c'est utile. Le déterminant musculaire d'une performance, il est indispensable à connaître. Quant à savoir dans le déterminant musculaire si c'est du neuromusculaire, du métabolique ou de la force, ça c'est encore un autre problème. Donc on le fait par méthode croisée, en fait. On va mesurer des éléments spécifiques et par croisement des résultats, on va essayer d'amener dans le modèle, en fait, une réflexion qui va permettre de dire si c'est pas ça, c'est probablement ça, ou probablement plutôt ça, ou ça peut être deux éléments variables. Donc oui, quand on veut faire de l'expertise musculaire, il y a ou de la prise de sang ou de la biopsie, mais c'est hors champ dans ce dont on est en train de discuter. Le reste, après, c'est des méthodes ambulatoires, écologiques, non invasives, le moins invasives possible, permettant en routine, pour le coup, de tester, de suivre l'athlète. Voilà. Nous ici, on n'a aucune méthode invasive. Par exemple, on n'a que des méthodes dites de surface ou distancielles, de mesure pour mesurer des paramètres de performance de l'athlète. Nous, on ne rentre pas dans l'invasif. Si on rentre dans l'invasif, de toute façon, à un moment donné, on rentre sur de la recherche, les protocoles. Et là, oui, pourquoi pas. Mais on n'est pas sur l'entraînement de routine. On n'est pas dans ce domaine-là. Oui, et puis faire de la recherche sur un individu en particulier, est-ce que c'est vraiment de la recherche ? On sera sur de la recherche ciblée et pas sur une recherche assez large. Alors, mais oui, bien sûr, on ne fait jamais de la recherche sur un individu. On fait de la recherche sur
une thématique. C'est-à-dire, on va prendre un groupe d'athlètes dans une discipline donnée, avec un objectif donné, et on va monter un protocole où on va dire, voilà, on veut tester ça, et ces éléments-là, on imagine qu'ils vont déterminer la réponse à notre problème. Donc là, ces éléments, des fois, il faut aller les chercher. Et on peut être amené en recherche fondamentale à aller les chercher, y compris avec de la biopsie, parce que tu évoquais ça, ou de la prise de sang. Voilà. Mais en routine, nous, on n'est pas sur cette dynamique-là. On n'est pas sur cette dynamique. On est vraiment sur quelque chose d'ambulatoire. J'aime bien le terme écologique, c'est-à-dire utilisable en routine, dans l'environnement naturel de l'athlète. Non invasif, est-ce que du coup les capteurs de glucides, la mesure du lactate, est-ce que tu considères ça comme non invasif ? Alors pour ce qui est du lactate, on va considérer nous que c'est, même si c'est une petite piqûre, effectivement non invasif. Pour le capteur de glucides, même si c'est également une petite piqûre, le débat il est entier aujourd'hui. Et, est-ce qu'on peut autoriser, je ne vais pas le citer, mais est-ce que ça serait pas peut-être un peu un équivalent de début de transhumanisme que d'équiper quelqu'un avec un capteur continu où en fait on sait tout de lui. À la limite, la biopuce, c'est pareil, des choses comme ça. Donc le lactate, oui, c'est une petite piqûre de sang, c'est une goutte de sang à l'oreille, au doigt. Bien sûr que c'est invasif. Ouais, sur le principe, ça fait couler une goutte de sang. D'accord. Le reste, on est un ton au-dessus, je pense. Un ton au-dessus. Donc, je te remercie pour ta question. Je t'en prie. Bon, le temps file. J'aurai encore des milliers de questions à te poser, mais il faut que je te laisse filer. Peut-être avant de terminer, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui en as vu, qui en as testé des triathlètes, qui pratiquent un peu aussi. Quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? Et puis surtout, à l'orée de ton expérience, de ton expertise, de tes compétences, est-ce qu'il faut se tester ou pas ? Alors, mon premier conseil, c'est d'avoir le temps de pouvoir s'entraîner et d'avoir le temps dans sa tête et pas que dans son planning. Voilà. Et parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont le temps dans le planning, qui le trouvent, mais c'est au détriment de leur équilibre psychologique et ça devient à la limite une contrainte. Alors, soit de s'entraîner parce que ça prend le dessus sur d'autres éléments de vie, soit c'est les autres éléments de vie qui deviennent une contrainte parce qu'ils prennent le dessus sur le temps d'entraînement que l'athlète veut absolument déléguer. Donc la première des choses pour devenir triathlète ou sportif quand on a des objectifs, c'est d'avoir le temps dans sa tête et dans son planning de pouvoir le faire. Après, tout le monde a le droit de venir et de tenter l'aventure et de se tester pour savoir comment il répond à l'entraînement. Et puis au fil du temps, moi je crois, tu en as été évoqué tout à l'heure le besoin, moi je crois réellement à la nécessité d'avoir un programme, d'avoir un entraîneur, d'avoir un soutien, ne fût-ce que par rapport à la qualité de compétences. Puis tu disais la liberté, la charge mentale, c'est hyper important. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, devenir triathlète, même si c'est un sport individuel, c'est avant tout un sport collectif, un sport d'équipe. Et l'entraîneur, le préparateur physique, la famille, tout le monde est présent. Et Dieu sait que ces disciplines sont contraignantes potentiellement pour l'athlète, mais également pour l'entourage. Donc je pense qu'il faut que les choses soient clairement établies au départ, que le projet soit commun, que le projet soit concerté. Et que, à la limite, tout le monde y trouve du plaisir à voir l'athlète performer. L'athlète, en étant performant, il trouve du plaisir à voir les autres contents de le voir performer, que lui performe. C'est un peu ma conception des choses aujourd'hui dans le domaine de la performance. Puis s'il n'y a pas performance, il y a plaisir. Et puis ça va très bien aussi. Comme mon ancien entraîneur disait, la performance, c'est ma performance. Ça veut être champion du monde de son monde, comme dirait Bertrand. On l'a compris, si on veut échanger avec toi, si on veut te poser des questions, ça se passe soit au CREPS, soit au CHU de Toulouse, sur le site de Purpan. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter, d'échanger avec toi ? Non, parce que comme tu l'as dit, je ne suis pas très réseau, en fait. Et je pense que ça suffit en soi. Et justement, au CHU, c'est plus des consultations, mais l'objectif qu'on a au CREPS, c'est d'être à disposition de toute personne qui a besoin d'être accompagnée, encadrée. Et nous, ce qu'on essaie de développer, c'est cette offre, en fait, cette offre d'accompagnement à plusieurs niveaux, en fait, à plusieurs gâchettes. On essaie de les développer, alors bien entendu, pour les gens qui sont, on va dire, partenaires de l'institution, c'est-à-dire des sportifs listés ou des pôles, des équipes. Mais on essaie aussi de mettre à disposition cette ressource pour, on va dire, toute personne qui a envie, qui a besoin de se développer, d'être accompagné, pour que ce soit un athlète avec ou sans entraîneur d'ailleurs. Et on essaye d'ouvrir cette condition de ressources pour tous, en fait. Du moment que les choses sont établies en amont, si notre proposition peut être intéressante, elle est là pour aider, elle est là pour accompagner. C'est un accompagnement dans une dimension publique, on n'a pas de sélection, quoi que ce soit, en termes de personnes, du moment que le projet est cohérent avec ce qu'attend la personne, c'est en l'occurrence l'athlète.
Nous, si nos moyens nous permettent de répondre, on essaie de répondre. Après, il y a des conditions, on ne va pas se leurrer, qui sont des conditions opérationnelles en termes notamment de planning et de finances. Bien entendu, ça n'a pas vocation à être, entre guillemets, un service public. Au sens financier, je parle dans le domaine, et d'ailleurs pas plus que les tests qu'on fait à l'hôpital, qui sont non remboursés par la sécurité sociale, s'ils sont faits dans un cadre de performance, je tiens à le préciser. Mais sinon, on fonctionne comme tout à chacun, avec le même mode de raisonnement, l'écoute, et surtout être en mesure de pouvoir proposer la meilleure prestation possible par rapport aux objectifs de l'athlète, la demande, répondre au mieux à la demande. Super, écoute, merci beaucoup Fabien, je le redis, docteur Fabien Pillard. C'est intéressant ce service, ce suivi que tu proposes. Je vais m'y intéresser à titre personnel et peut-être partager avec ceux qui nous écoutent. Écoute, ouais, t'es le bienvenu si tu envisages éventuellement un enregistrement, ou en tout cas, je peux effectivement, sur la base de questions très spécifiques que tu pourrais avoir, essayer de te donner des réponses plus spécifiques que l'entretien que j'ai essayé d'avoir, qui j'en suis bien conscient, un entretien plus de cadrage, ou en tout cas de connaissance, de collaboration, d'échange. Mais si tu veux vraiment rentrer dans le vif du sujet, on est à ta disposition pour, à partir d'une commande, essayer d'y répondre pour que toi tu puisses diffuser sur la proposition de littératie dont on a parlé tout à l'heure, améliorer un maximum l'approche littératique de tous. Super, écoute, merci beaucoup Fabien. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!